Bienvenue au Best of TZ. Donc, il y a Jérémy Patonnier, notre Dev Advocate, spécialiste accessibilité notamment, qui va vous faire sa présentation, son talk, son atelier HTML, le pilier de l'accessibilité. Je te laisse. Ok, c'est parti. Bienvenue à tout le monde. C'est l'heure du déjeuner. Vous êtes avec nous en mode on va au spectacle, c'est sympa. Ça va pas du tout se passer comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'HTML et en particulier d'HTML dans le cadre de l'accessibilité web. Alors, à la base, j'avais proposé ce talk à la dernière TZ à cause d'un constat que j'avais fait qui était que très souvent, quand je rencontrais des problèmes d'accessibilité sur les projets, c'était très souvent, la première raison, c'est qu'il y avait une bonne méconnaissance de HTML, ou en tout cas une sous-utilisation de HTML. C'était d'autant plus vrai qu'on avait des frameworks un peu modernes, du React, de l'Angular, beaucoup. Angular pose plein de problèmes. Vue aussi, enfin tous ces frameworks-là, dans la nature de leur usage, font qu'on a tendance à oublier qu'en fait, ce qu'on fait en vrai, c'est du HTML. Or, HTML, c'est la base quand on veut faire une application accessible qui fonctionne et qui va bien. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour commencer, j'ai partagé mon écran et vous êtes en train de voir l'intégralité des slides que je vais vous présenter, puisqu'il n'y en a pas. L'idée de ce qu'on va faire ce midi, là, c'est d'avoir en fait une conversation autour de HTML et de l'accessibilité dans HTML. Je vais moins vous dire comment ça marche, même si je vais vous filer plein de tips et d'infos autour de ça. Ce qui va m'intéresser, c'est que vous aussi, vous me disiez ce que vous faites, les difficultés que vous rencontrez, les choses que vous savez, que vous ne savez pas, etc. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Les gens qui me connaissent savent que je suis très bavard, donc je vais essayer de faire attention à vous laisser parler. Donc, l'idée, c'est que vous allez intervenir, etc. Et on va commencer, en fait, ensemble, par un petit exercice facile. Alors, je vous dis tout de suite, si vous avez actuellement un sandwich dans la main, posez-le. Vous allez devoir utiliser votre clavier et vous en servir. Je vais vous, Je vais vous partager un lien vers une spreadsheet Google qui ressemble à ceci, savoir une colonne qui est vide. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, vous allez devoir la remplir. La remplir, en fait, avec toutes les balises HTML que vous connaissez. Plus vous en connaissez, plus vous en mettez. Allez-y, il n'y a pas de problème, à fond, tout ce que vous savez. Par contre, je vais vous laisser en fait 1 minute pour faire ça. Donc autant vous dire que c'est peu. Mais voilà, donc le challenge, c'est toutes les balises HTML que je connais en 1 minute dans cette spreadsheet. Le lien, je vous le mets actuellement dans le chat de la présentation Meet. Voilà, le lien est là. Dès qu'il y en a un qui a écrit une balise HTML, c'est parti pour 1 minute. C'est parti. Voilà. J'ai hâte de voir tout ce que vous allez me mettre. Pour la petite histoire, des balises HTML, il y en a plus d'une centaine. Donc, vous avez de la marge pour mettre tout ce que vous voulez. Déjà beaucoup. Pas de problème si ça se répète, hein. Pas de souci. C'est l'idée, hein. Encore une fois. Battez-vous pour les cellules de la colonne. Tout va bien. On fera un petit tri après pour voir ce que ça donne. Attention, on arrive au bout. Ok. Je vous laisse une dernière chance de rajouter ce que vous pourriez avoir en tête. Voyons un peu où on en est. Très bien. Il y a des choses intéressantes. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, très bien. Vous m'avez mis plein de choses. C'est parfait. Ça va nous servir de base. Alors, je vais zoomer un peu ce truc, histoire que sur l'écran, ça ressemble un peu à quelque chose. Vas-y, affichage. Hop, zoomer à 200%. Voilà. Très bien. Alors,
prenons tout ça et on va faire un joli petit... hop, voilà, trier, merci, l'icône A de la Z, c'est parfait. Oui, on s'en fiche. Voilà. Ok, il y a plein de choses déjà là-dedans, c'est génial. Faisons un petit travail statistique. Hop, on va insérer un graphique. Voilà. Tu me dis rien? Bon, bah tant pis, pas de graphique. Comme quoi, quand tu testes des trucs avant, ça marche. Et quand tu le fais, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Il y a déjà beaucoup à dire avec cette liste. Elle est très intéressante. Si on passe dedans, il y a des choses qui reviennent plus fréquemment que d'autres. C'est intéressant. Vous voyez que c'est quand même assez divers. En s'y mettant à plusieurs, comme ce qu'on vient de faire, on arrive à grosso modo, on remplit 75 lignes et il y a des doublons. Donc on a quand même mis en avant ce qu'on peut considérer comme étant la connaissance de base de HTML. Évidemment, il manque des choses. Et évidemment, ça ne prend pas en compte toutes les questions autour des attributs dont on va parler aussi. Tout va bien. Alors, déjà, quelques petites remarques très rapides. Doctype, ce n'est pas une balise HTML. Je chipote, mais c'est un en-tête de déclaration qui permet de savoir dans quel type de document on est. C'est toujours intéressant. Aria, très bon, très intéressant. Ce n'est pas une balise HTML. Hein. C'est une spécification en plus de HTML qui vient enrichir les attributs HTML. On n'aura pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Super intéressant, Aria. Il y a tellement de trucs à dire, mais ça fera beaucoup trop. Alors ensuite, on a des choses qui ne sont pas du HTML. Toujours, Blanc n'est pas une balise HTML. Je suis désolé. Et ensuite, on a des choses très, très intéressantes. Tiens, un petit mot rapide sur Dialog. Dialog est une nouvelle balise HTML très récente qui n'est pas super bien supportée par les navigateurs. Donc pareil, on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui. Je pense que ça, c'était une tentative d'écrire div. Très bien. Footer, les en-têtes. OK. Header. Intéressant, la balise header. Très bien. HR. Ah, HR. OK. Donc, c'est un séparateur qui fait une ligne, simplement. HTML, bah oui, la base, effectivement. AMG, input, KBD. Ah, j'aime beaucoup les gens qui sortent KBD. Très rigolote cette balise-là. Hop, menu meta, nav, p, script, section. Très bien. Source, ouais, tout à fait, qui est un cas particulier. Voilà. Span. OK, donc on a sorti div et span. On est sauvé. Il y a les deux balises de base. Alors, effectivement, niveau 0 de HTML, tu peux utiliser que des divs ou que des spans et ça fera un document HTML valide. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est pas ce qu'on veut. Hein. Si on veut faire l'accessibilité, autant vous dire, div et span, c'est les pires balises qu'on peut utiliser puisqu'elles disent rien. Tout le reste, c'est intéressant, c'est de la sémantique. Alors, la sémantique HTML, elle se divise en plein de choses. Ah, top aussi, qui n'est pas une balise HTML. Ouais, OK, d'accord. On fait des blagounettes. Très bien, j'ai compris. Donc, toutes ces balises HTML sont intéressantes. De toutes celles que vous avez données, grosso modo, si je reviens à ce document que j'ai fait, là, j'ai fait 4 grandes catégories de HTML. On ne parlera pas des 4 aujourd'hui hein, en une demi-heure. Si on en voit 2, c'est que vraiment, on a rushé. Mais ces 4-là sont sans doute celles qui ont le plus d'impact d'un point de vue accessibilité. Il y a ce qu'on appelle le sectioning, tout ce qui touche au formulaire, les tables de données, et puis tout ce qui est média, à savoir les images, la vidéo, l'audio, tous ces trucs-là. Alors, la grande question qu'on va se poser, c'est par quoi vous voulez qu'on commence de parler J'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs sur le sectionning dans cette spreadsheet, donc j'ai tendance à dire que vous êtes sans doute à l'aise avec ça. Vous n'êtes pas obligé de commencer par ça. Il y a beaucoup à dire sur les formulaires. Il y a beaucoup à dire sur tout. Donc, il va falloir choisir. Comment vous choisissez? C'est facile. Je vais y arriver. Le chat du Meet, vous allez me dire, dans le chat du Meet, vous allez juste m'écrire laquelle des 4 sections vous intéresse le plus. Pour qu'on parle de ça.
c'est parti. Bastien qui dégaine le premier avec les médias, ok. 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 Médias et sectionning qui ressortent beaucoup, très bien. Tac. Ok, très bien. Ok, alors on va parler, on va commencer par parler vu ce que vous me dites, on va dire que, on va commencer par les médias. Ok, très bien. Ok, alors selon vous, quand on parle de médias, on parle de quoi? Je vais prendre des notes directement là-dedans. À vous. Qu'est-ce que c'est les médias en HTML? Les images? Ouais, les images, effectivement. Vidéo et audio. Ouais, vidéo, audio. Très bien. Pour rappel, les images, c'est les IMG, mais il y a aussi Picture, dont on va parler. C'est tout? Les liens? Alors, les liens, c'est intéressant, mais à proprement parler, ça ne fait pas partie de la partie média. Le lien, c'est vraiment en fait un sujet à part entière en HTML. C'est vraiment un truc à part. Donc, je ne le mettrai pas dans la partie média, mais si tu veux qu'on parle de lien, on parlera de lien. Il y a un truc qu'on oublie en fait dans la partie média. SVG. Alors, SVG, tout à fait. À SVG, pareil, c'est une pièce rapportée du HTML, puisqu'il y a une spec à part entière, mais on peut l'inliner directement dans du HTML, donc ça en fait partie, effectivement. Il y en a un dernier, enfin, il y en a deux encore. Canvas. Pardon? Canvas. Canvas, ouais, absolument. Canvas rentre dans cette catégorie-là, tout à fait. Le texte. J'ai pas compris. Le texte. Alors le texte, oui, c'est dans l'absolu, c'est un média, le texte, on est d'accord. On ne va pas le faire rentrer dans cette catégorie, tout simplement parce que, en fait, HTML est un document texte et le texte est au cœur de HTML. Donc, on ne considère pas comme quelque chose de spécial à traiter. Mais oui, tu as raison. Les balises Open Graph. Alors, les balises Open Graph, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est des choses qui rajoutent de la sémantique, mais qui sont un ajout à HTML. Donc, ce n'est pas directement du HTML. C'est tout, en particulier les réseaux sociaux et en particulier Facebook qui ont développé Open Graph. C'est vrai, c'est dans un autre namespace pour le coup. Je n'entrerai pas dans ce que c'est un namespace aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Donc pareil, je vais le traiter à part. À strictement parler, c'est de la sémantique plus que du média en lui-même. Il y a un dernier qu'on oublie, hein, en fait, dans le média, il y a aussi Object, tout simplement. Object qui est en fait la façon générique d'inclure n'importe quoi dans une balise HTML. Aujourd'hui, elle est en perte de vitesse, Object, tout simplement parce qu'on n'a plus de plugin tiers comme on pouvait avoir. Je rappelle que ça y est, Flash, c'est mort, ça n'existe plus. Mais c'était la façon dont on pouvait l'utiliser. Pareil pour les gens qui font du Java, c'est une façon d'intégrer des applets de Java, donc du code exécutable. Voilà. Ok. Juste, les applets sont dépréciés en Java 18. Ouais, et de manière générale, c'est considéré comme une assez mauvaise pratique quand on fait du web, comment dirais-je, classique. Voilà. Ça pose plus de problèmes que ça n'amène de solutions en vrai. Donc, je suis content de savoir que même côté univers Java, c'est considéré comme un truc à mettre de côté. Merci. Ok. Alors, les images. On va commencer par mes deux favoris qui sont images et picture. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé picture? Je vais prendre ça pour... Pardon? Oui. Oui, ça m'est arrivé. Ok, très bien. Parfait. Alors, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ont déjà utilisé Picture, est-ce que vous pouvez me dire quel est le truc à faire pour avoir un Picture accessible? Il y a un truc à faire. Il me semble qu'il faut définir plusieurs sourcettes
pour pouvoir Alors, définir justement les différentes tailles de l'image et lesquelles seront présentées en fonction du support. ouais, ça c'est effectivement donc le fonctionnement de source, pardon, Picture qui prend des sources et sur lequel on va souvent avoir un attribut média qui permet en fait de définir des règles de media queries comme en CSS pour dire cette image s'applique dans ce contexte-là. Donc ça c'est vachement bien, ça répond à certaines contraintes d'accessibilité pour cette image, mais il y a un truc plus fondamental que ça dans Picture. C'est qu'en fait, Picture, obligatoirement, en fait, contient une balise IMG. C'est obligatoire. Cette balise IMG, elle sert à deux choses. Un, c'est le fallback, si toutes les sources avant ne peuvent pas être utilisées pour une raison ou une autre. Que ce soit parce que le navigateur ne peut pas les charger, parce qu'il ne comprend pas le format d'image qui est derrière, parce que le média ne s'applique pas, il y a plein de raisons. Donc, on va toujours avoir un IMG pour le fallback. À la base, c'était surtout parce que les navigateurs ne supportaient pas encore Picture et qu'il fallait quand même afficher un truc. Donc, on mettait une balise IMG. Et donc, cette balise IMG, qu'elle soit dans Picture ou à l'extérieur, je vais redire un truc qui est une tarte à la crème. Hein. Normalement, je devrais étonner personne, mais une balise IMG, elle a forcément un attribut alt. C'est obligatoire. L'attribut alt définit l'alternative textuelle à cette image. Quand on met une image en HTML, HTML, comme on l'a dit, hein, c'est un médiatexte fondamentalement. Donc, quel que soit le média que vous intégrez, que ce soit une image, une vidéo, une audio, du SVG, un canvas, etc., on doit toujours se poser la question de c'est quoi l'alternative textuelle de ce contenu. On ne va pas se le cacher, hein, dans 99,9% des cas, l'alternative d'une image, c'est rien du tout. Il n'y a pas d'alternative, parce qu'en fait, l'image en elle-même, elle est dispensable. L'alternative sur les images en particulier, elle est nécessaire quand l'image, elle véhicule une information qui n'est véhiculée par aucune autre forme. En vrai, c'est assez rare qu'on véhicule de l'information spécifiquement par l'image. Il y a quelques cas hein, très connus. Si vous avez déjà, par exemple, mis du texte dans une image, parce que c'est plus facile pour faire de la mise en forme de texte plutôt que de faire du CSS. Ça peut arriver, je ne juge pas. Dans ce cas-là, effectivement, ce texte il doit être retranscrit dans l'attribut alt de la balise IMG. Très important. Quand vous avez, alors par exemple, un exemple qui est souvent pris en disant oui, une image signifiante typique, c'est un graphique. Effectivement, vous mettez un graphique de données, c'est une image signifiante, on va vous dire il faut qu'il y ait une alternative textuelle à ce graphique de données. Et c'est vrai. C'est tout à fait exact. C'est juste que cette alternative textuelle, elle n'est pas forcément portée par l'attribut alt. Elle peut être juste par le fait qu'on a remis le tableau de données dans la page ou qu'on commente les données dans la page. Donc, il y a du texte qui commente déjà l'information. Donc, en vrai, l'information, elle est dupliquée ailleurs. Donc, en soi, l'image elle-même n'a pas besoin spécifiquement en elle-même d'une alternative textuelle autre qu'une chaîne vide. Donc ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Hein. L'accessibilité, c'est toujours très, très contextuel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une question qui m'est très souvent posée quand je parle d'accessibilité, c'est de dire comment est-ce qu'on peut automatiser un peu tout ça. Alors, il y a des outils pour, je n'entrerai pas trop dans le détail aujourd'hui, mais effectivement, par exemple, dans les outils, tous les outils d'accessibilité que vous pourrez trouver, sans exception, ils vont tous vérifier est-ce que ma balise IMG, elle a bien un attribut alt. Et tous seront capables de vous dire l'attribut existe ou il n'existe pas. Si l'attribut n'existe pas, l'accessibilité c'est un échec d'accessibilité, donc pas de problème. Mais si l'attribut alt, il existe, est-ce que sa valeur, elle est pertinente? Ben ça, il n'y a aucun outil, en fait, qui sera capable de vous dire si cette valeur-là, elle est pertinente. Ça, il va falloir que quelqu'un vérifie ça. Alors, je ne désespère pas hein, qu'un jour, peut-être, les travaux en intelligence artificielle aient fait un grand bond en avant et soient capables de déterminer la pertinence de l'accessibilité des contenus accessibles. Super. On n'y est pas, hein. Clairement pas. Et en vrai, ça n'intéresse pas beaucoup de monde de bosser sur ce genre de sujet, donc c'est pas pour demain, hein, on ne va pas se le cacher, quoi. Ok, on va avancer un peu. Parlons de vidéo et d'audio. Quand on veut rendre vidéo et audio accessibles, qu'est-ce qu'on fait?
On fait du sous-titre. Alors, effectivement, sous-titres, tout à fait. Avec WebVTT. Ouais, exactement. Il y a un format pour ça. C'est tout à fait ça. C'est WebVTT. On va utiliser une balise pour ça, spéciale, hein, qui s'appelle la balise... Pardon? De mémoire, c'est track. J'insiste, de mémoire, parce que je pense que c'est... J'ai un doute. Je ne sais plus. Vous irez vérifier. Une balise spéciale pour ça. Ok, donc, on fait des sous-titres. Très bien. Mais encore. On peut ajouter une transcription. J'ai pas compris, Denise. On peut transcrire la vidéo. Oui, tout à fait. Transcription. Effectivement, c'est la deuxième grande façon de rendre ce genre de contenu accessible. Le sous-titrage ou la transcription du contenu de la vidéo dans un alors soit dans le même document, soit dans un document à part. Ça, là-dessus, il n'y a pas d'obligation particulière. Tout dépend de comment vous voulez mettre en scène le truc. Et si on parle des sous-titres, est-ce que vous connaissez les différentes typologies de sous-titres? Il y en a au moins deux. Donc, il y a le sous-titre de base. Ça, c'est vraiment, je reprends les dialogues et je les écris sur ma vidéo. Sachant que, encore une fois, c'est pas tout à fait les dialogues, mais c'est ce qui est dit. C'est souvent pas exactement la même chose parce que la longueur, le timing, il faut qu'on ait le temps de lire les choses. Et la deuxième, c'est l'audio-description. L'audio-description, c'est certes ce qui est dit, mais c'est aussi décrire l'environnement, décrire une ambiance, décrire des choses qui sont hors champ, mais qui sont par exemple retranscrits par le son. Donner le contexte. Ouais, c'est exactement ça. Typiquement, tu essayes de sous-titrer un film d'horreur, comment dirais-je, c'est moyen au niveau ambiance, on va dire, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le non-dit dans un film d'horreur. Par exemple, tu te mets dans la personne, tu fais un hors-champ avec un claquement de porte, il dit des choses. Si tu ne l'as pas entendu, tu perds des informations. Donc, voilà, c'est l'audio-description, c'est rajouter ces informations-là qui sont manquantes. Ce qui est intéressant avec WebVTT, je ne sais pas si vous le savez, mais WebVTT, en fait, permet de définir en fait, du style sur certaines parties du sous-titre. C'est tout l'intérêt de WebVTT. C'est qu'on peut utiliser CSS pour dire cette portion de mon contenu va être de telle couleur, de telle forme. Éventuellement, est-ce qu'on peut faire du positionnement il me semble que dans une certaine mesure, on peut le faire. J'avoue que je ne fais pas ça tous les matins. Mais j'étais assez bluffé par le fait qu'effectivement, on peut ajuster le style du texte en fonction de ce qu'on veut. Le support navigateur, il est un peu moyen sur cette partie-là, mais ça existe. Donc, c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas rentrer dans le délire de SVG. Pareil, les gens qui me connaissent savent que je suis un amoureux de SVG. Rendre SVG accessible, c'est un sujet à part entière. Je ne vais pas aller dedans. Un dernier petit mot autour de Canvas. À votre avis, l'activité de Canvas, ça se passe comment? Proche de zéro, non? Ouais, je trouve que c'est un très bon résumé, effectivement. Proche de zéro. Et ouais, complètement. Canvas, en fait, c'est une boîte noire, quoi. Ce qui se passe dedans, on n'a aucun moyen standard de le retranscrire à l'utilisateur. Et donc, effectivement, quand tu fais du Canvas, tu fais du JS pour dessiner dans ton Canvas, mais tu vas aussi devoir faire beaucoup de JS pour que ce qui est dessiné dans ton Canvas soit accessible au sens le plus basique du terme, c'est-à-dire ne serait-ce que utilisable. Donc, Canvas, effectivement, c'est un gros challenge pour l'accessibilité. Donc, si vous avez l'occasion d'en faire, c'est cool. Si vous avez l'occasion de faire du Canvas accessible, vos retours d'expérience m'intéressent. Genre, beaucoup. Pour de vrai. Il y a tellement de choses à faire avec, c'est juste fou. Est-ce que vous avez des questions particulières autour des médias ou est-ce qu'on avance un petit peu sur autre chose?
Ouais, est-ce que tu pourrais parler un peu de Object? Enfin, je sais que j'ai fait du HTML, CSS il y a très très longtemps, mais après ça, c'est un truc plus récent et je connais pas ou je sais pas à quoi ça sert. Alors, Object, c'est un truc qu'on utilise de moins en moins, en vrai. C'était utilisé pour inclure un contenu tiers qui était souvent sous la forme d'un binaire. Donc, comme je disais, une application Flash, une applet Java, ce genre de choses-là. Donc, c'était une énorme boîte noire. En fait, c'est un problème comme Canvas. Faut être tout à fait clair. Voilà. On peut se servir d'Object pour en fait inclure à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser Object pour inclure une image. C'est un peu débile, mais c'est possible. Dans la plupart des cas d'usage qu'on a actuellement pour Object, en vrai, on va très souvent aujourd'hui préférer iframe. Tout simplement parce que c'est souvent, on n'inclut plus des choses qui sont du code compilé qui s'exécute dans une boîte noire. Aujourd'hui, on a deux façons de faire. Soit on va faire tout avec du web, donc une iframe permettra d'embarquer une autre application web avec tous les problèmes de l'iframe, c'est aussi une forme de boîte noire, il faut la gérer, etc. Pareil, je ne rentrerai pas trop dans le détail du fonctionnement des iframes, ça prendrait l'après-midi. Ou alors, si on veut vraiment continuer à faire du code compilé, des choses comme ça, aujourd'hui, la façon canonique de faire du code compilé, ça va être de se diriger vers du WebAssembly, avec tout ce que ça implique là aussi, c'est une boîte noire qui exécute des choses. Les effets qu'elle peut avoir sur le contenu HTML vont avoir des questions d'accessibilité qui vont devoir être gérées, mais qui sont indépendantes de ce qui se passe dans la boîte noire elle-même. Voilà. Donc, Object, c'était vraiment, tu veux inclure un objet qui vient de l'extérieur, qui a son propre cycle de vie, qui n'a rien à voir avec ton contenu. Ça sert à ça, Object. Voilà. Encore une fois, ça devient de plus en plus rare de l'utiliser. Ok, merci. Mais de rien, avec plaisir. Autre chose sur les médias, ou on passe au... Qu'est-ce que vous m'aviez dit? Il m'a semblé que vous étiez très en mode... Sectioning, je crois. Sectioning, hein. Ouais, le sectioning. Ouais, sectioning. Allez, on va faire du sectioning. Sectioning, c'est cool. Ok, donc le sectioning, c'est toute la partie de HTML qui consiste à dire, voilà comment je découpe mon document pour que les utilisateurs puissent en fait naviguer dans le document plus facilement, s'y retrouver. Alors quand je dis s'y retrouver, c'est avec des outils techniques qui permettent de le faire. Le navigateur en lui-même, il expose juste de la sémantique et c'est tout. Donc dans sectioning, qu'est-ce qu'on y met comme balise? Vous m'en avez cité plein, là, si je reprends ça. Ouais, on a les H, les footers, donc ok. Je reprends un peu ce que vous m'avez mis. Donc les H quelque chose. Donc ça, c'est les titres. Ça, c'est la base. Hein. Les titres, c'est comment je découpe mon document en niveau hiérarchique. Header, footer. Ouais, tout à fait. Header, footer. Article, section. Ouais. Section, je l'ai entendu. Ouais, aside. Aside, tout à fait. Main. Main, absolument. Les divs. Alors, les divs, effectivement, on va en parler. Ah. Il y a les paragraphes. Enfin, P. Alors, ouais, après, là, on va rentrer dans... ça rentre plus techniquement dans le sectioning. C'est considéré comme de la sémantique de niveau texte. Le sectioning, c'est vraiment le grand découpage du document. Effectivement, là, on a à peu près tout ce qui rentre dans le sectioning. Techniquement, il y a quelques autres balises qui vont rentrer dedans. Par exemple... Nav. Nav, tout à fait. Très important. Et puis, adresse. Voilà. Alors, adresse, je vais la laisser de côté parce qu'en fait, c'est assez spécifique. Adresse, c'est pour mettre des informations de contact. Voilà. Ça rentre dans la section sectionning. Ne me demandez pas pourquoi. Ces classifications, des fois, sont un peu cheloues. Donc, on va surtout s'intéresser, en fait, à toutes celles-là. Effectivement, donc, on va commencer par Nav, justement. Nav, comme son nom l'indique, sert à créer des listes de liens de navigation. Dès qu'on a des éléments de navigation, on va les mettre dans une balise Nav. Sachez qu'on peut mettre plusieurs balises Nav par document. Il n'y a pas de problème. C'est important. Alors après, il y a des règles un peu cheloues dans le sectioning. Donc, comme le sectionning, c'est fait pour
aider les gens à se repérer dans le document. En particulier, je prends l'exemple des titres, toute la titraille elle peut être utilisée pour créer une table of content. C'est typiquement ce que fait en fait Google Doc ici. Cette table of content qui est à gauche, en fait, ce sont les titres qui sont là. Et ben, en fait, voilà, on les balise avec ce genre de balise pour pouvoir plus facilement les extraire et permettre à l'utilisateur de se balader. Sachez-le, hein, les utilisateurs qui utilisent des lecteurs d'écran utilisent cette fonctionnalité pour se déplacer dans le document. Et ensuite, on va avoir vraiment tout ce qui va rentrer là-dedans. Alors, les headers et footers, ils veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Hein. C'est des entêtes et des pieds de sections, en l'occurrence, de contenu. Donc, on peut les mettre un peu où on veut. On va s'arrêter rapidement sur article et sur section. Est-ce que vous connaissez la différence entre un article et une section ? Alors, Anne-Gaëlle, tout à fait. Un article peut avoir plusieurs sections, ce qui donne un article est autosuffisant. C'est exactement ça. Un article, voilà, si on l'extrait du document HTML, on va tout comprendre. La section, si on l'extrait de son contexte, donc si on l'extrait de la page, on est capable de comprendre des choses, mais il va nous manquer des informations pour vraiment comprendre de quoi elle parle. Donc, c'est vraiment ça, la nuance, elle est à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, Anne-Gaëlle, quand tu dis un article peut contenir des sections, ben oui, c'est tout à fait ça. Mais un article peut lui-même contenir des articles. Il n'y a pas d'interdiction. Une liste d'articles, par exemple, peut se suffire à elle-même, donc il n'y a pas de problème. Donc, voilà, ça, c'est important. Après, ce qui va être intéressant, c'est un peu le jeu des poupées russes qu'on va faire avec tout ça. Un petit mot rapide sur Aside. Aside, c'est une information, comment dirais-je, parallèle à la section qui la contient. Difficile à définir, et en vrai, Aside, on ne s'en sert pas tous les matins. Il y a des cas qui sont intéressants, mais voilà. Et main, donc main, c'est le contenu principal de votre document HTML. Donc, par exemple, si vous faites une application, c'est le contenu principal, c'est là où ça se passe, etc. C'est pas du tout rare, par exemple, d'avoir des navigations en dehors du main pour faire toute la navigation entre les différentes pages. Quand je dis page, il faut aussi prendre ça pour des vues, entre les différentes vues. Ça peut se faire, et le main contient là où on est interactif actif. Ouais. Main, c'est le conteneur principal? Ouais, c'est ça. C'est effectivement ça. C'est là où on a le contenu principal du document, l'action principale du document. On peut avoir des choses en dehors, on peut avoir des choses dedans. C'est au choix. Par contre, ce qu'il faut savoir sur main, et ce qui est très important, c'est que vous ne pouvez avoir. C'est une de ces balises où on ne peut en avoir qu'une seule par document. Ne serait-ce qu'au niveau sémantique, se dire j'ai deux contenus principaux, on sent bien que ça ne va pas. Là aussi, au niveau accessibilité, pourquoi main, il n'y en a qu'un seul? L'intérêt, c'est de toujours donner un moyen à un utilisateur de revenir au contenu principal en disant je veux accéder à la balise main. Ben voilà, tu accèdes au contenu principal, c'est facile, il n'y en a qu'un, c'est garanti, tout va bien. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire, il n'y en a qu'un. Hein. Il y en a qu'un, ça veut dire il n'y en a qu'un qui est affiché à un même moment à l'utilisateur d'un point de vue accessible. En gros, il y en a un seul qui a un display autre que none. Si vous mettez plusieurs mains, parce que vous pouvez gérer vos vues sans rafraîchir votre page, et juste en switchant les différents mains, ça marche. Il faudra bien faire un display none. Et donc, j'insiste sur la particularité de display none. Display none, ça veut dire ce truc n'existe pas. Littéralement. Il n'est pas rendu, il n'est pas affecté par rien du tout, il n'est pas rendu à la couche d'accessibilité. Voilà. Donc, main, un seul. Donc, ensuite, vous mettez tout ça ensemble et on fait des documents. Donc, en général, un document, ça va ressembler souvent à quelque chose qui va commencer par un main, qui va contenir un ou plusieurs articles, qui vont eux-mêmes contenir une ou plusieurs sections. On peut avoir des sections dans le main, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et parmi
Alors, c'est une régressivité, mais comme c'est une régressivité WCAG triple A, c'est-à-dire vraiment, on est loin. Normalement, à chaque fois que vous avez une section, vous devriez avoir un H quelque chose qui démarre une section. Je dis normalement, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais donc ça aide de lier un titre et une section. Alors, je ne vous cache pas que avoir les bons niveaux de titres au bon endroit, c'est un gros challenge. Parce que si vous faites n'importe quoi, typiquement, qu'est-ce que ça veut dire faire n'importe quoi avec les titres? Ça veut dire avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. C'est de sauter un niveau de titre. Vous avez un titre de niveau 1 et le titre suivant, c'est un titre de niveau 3. Il manque entre les deux un titre de niveau 2. Un document HTML, c'est un document qui est hiérarchique, mais vraiment, complètement hiérarchique. Donc, si vous faites un titre de niveau 1, ce qui devrait suivre, c'est soit un autre titre de niveau 1 pour repartir de la base, soit un titre de niveau 2 pour dire on rentre dans une sous-partie de ce qui correspond au titre de niveau 1. L'erreur, c'est souvent de dire je fais mes titres en mode un peu YOLO et je saute des niveaux de titres. C'est très perturbant, en fait, pour les utilisateurs qui ne voient pas votre page, parce qu'on va leur annoncer des niveaux de titres, ils peuvent se dire zut, j'ai raté un truc, parce qu'ils ne sont pas au bon niveau de titre. Ils étaient à 1, ils s'attendent à passer à 2 ou revenir à 1, et ils passent à 3. Pareil, hein, si vous êtes à 3 et qu'on vous annonce 5, dites waouh, ils sont où? Il est où le 4 entre les deux? Donc ça, c'est important, il faut y faire gaffe. Et je ne vous cache pas que quand on fait quand on utilise des systèmes très modulaires comme React Angular Vue, ne pas se tromper sur le niveau de titre, c'est dur. C'est très, très dur. Et ça, c'est ne pas se tromper sur les niveaux de titre. Si on prend les référentiels WCAG, donc pas les recommandations, les normes d'accessibilité, ça, c'est disqualifiant instantanément. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, les règles SEO, tout à fait aussi. C'est vrai. Là, je ne m'intéresse pas au SEO. Pour le coup, je m'intéresse vraiment à l'accessibilité. L'histoire des H1, on peut en mettre autant qu'on veut. Techniquement, il n'y a rien qui l'empêche. Mais effectivement, d'un point de vue SEO, si tu mets plusieurs H1, tu dilues leur impact sur le SEO. Je ne m'étends pas plus là-dedans. Donc, faites attention à vos niveaux de titre. Aidez-vous avec des sections, parce que tout de suite, ça devient vachement plus logique de vous dire, si je suis dans ce cadre-là, bah ça, en vrai, ça devrait être H2. Par contre, si je suis dans un cadre qui ressemble à ça, donc j'ai une section puis qui contient même une section qui n'a pas de titre, puis j'ai une section à l'intérieur de ma section, mais qui, elle, contient un titre, ça, c'est un indice pour vous dire, en fait, ici, normalement, il devrait y avoir un titre. S'il n'y en a pas, soit la section ici, elle ne sert à rien et il faut l'enlever, soit il faut mettre un titre. Il faut choisir votre camp. Et si vous dites, mais si, j'ai besoin de cette section, en fait, ce dont vous avez peut-être besoin, c'est d'une div. Donc, parlons du cas de div. Donc, s'il y a bien une balise qui ne sert à rien, c'est div. Mais s'il y a bien une balise qui sert à tout, c'est div. Donc, le problème de div, c'est qu'en fait, c'est juste une division, c'est pour ça que ça s'appelle div, arbitraire du document. Elle ne porte aucun poids sémantique, elle ne sert à rien, c'est juste quelque chose qui est techniquement pratique parce qu'à un moment, j'ai besoin d'avoir une balise HTML pour englober du contenu, pour appliquer du style, pour identifier une sous-portion de mon arbre d'homme sur lequel je veux faire des trucs. Mais du point de vue de l'accessibilité, ça sert à rien. Et ouais, span, même combat. Hein. Je veux dire, vous remplacez div par span, c'est pareil. Ça ne va nulle part. Donc les divs, c'est juste une béquille technique quand on a besoin d'une balise HTML, mais qu'il n'y a pas de sémantique qui s'applique. Par contre, à l'inverse, si vous mettez des divs sans réfléchir et que vous ne faites pas de sémantique, vous tirez une balle dans le pied.
vous allez en fait dégrader votre accessibilité. Quand on regarde un peu les normes d'accessibilité, il y a un nombre hallucinant de règles autour de cette partie-là, de comment tu découpes ton document de manière logique pour qu'on s'y retrouve dedans. Et tout l'enjeu des frameworks modernes, c'est qu'ils atomisent les différents composants, ce qui est très bien d'un point de vue maintenance, facilité à gérer les comportements, etc. Mais on perd la vue d'ensemble du document. Si vous perdez la vue d'ensemble du document, il y a de très fortes chances qu'à un moment, votre activité, elle en prenne un coup dans l'aile. Et le pire que vous puissiez faire dans ce cas-là, c'est que vous utilisez un div ou un span pour réinventer un truc qui existe déjà en HTML. Alors, 2 exemples que j'ai déjà vus et à chaque fois, je hurle contre les développeurs. C'est rare que je m'énerve, mais il y a des cas où vraiment je pète un câble. C'est ce cas-là. C'est j'ai un span et je lui mets un joli petit rôle bouton. Donc là, je crois être malin et je suis juste en train de prouver que je suis un imbécile. Alors pourquoi je crois être malin? Parce que j'ai utilisé l'attribut role qui vient de Aria pour dire mon span, c'est un bouton. Et en tant que développeur, tu viens juste de dire je suis un crétin qui ne connaît pas HTML. Parce que je rappelle qu'en HTML, on a un élément qui s'appelle bouton. Donc on ne réinvente pas la roue. On utilise ce qui existe. Ça, c'est un grand classique. Le deuxième qui me fait aussi, là, littéralement, je pète un câble, ça peut devenir, ça ne deviendra pas physique, mais disons que je pourrais avoir un mot plus haut que l'autre, c'est celui-là. Utiliser un span à la place d'une balise A, mon Dieu, je deviens fou. Les trucs qui sont plus discutables, où en fait, tu sens qu'il y a de la bonne volonté, alors soit c'est vieux, parce que ça date d'une époque où on n'avait pas encore tout le sectionning, toutes les balises de section de HTML5, c'est celui-là. Alors, ça part d'une bonne intention. Encore une fois, si vous faites ça, non, utilisez la sémantique HTML. Préférez toujours la sémantique HTML à vouloir utiliser d'autres choses. C'est ça, c'est la règle d'or. Autre cas qui est assez problématique, plus exactement, qui est dommage, je vous le fais rapidement et je vais sans doute conclure là-dessus. Encore une fois, l'attribut role, qui est souvent utilisé à tort et à travers, n'importe comment. Mais voilà, ça c'est un grand classique. J'ai une liste qui va contenir des liens avec, voilà, des entrées avec des liens, très bien, et je lui donne un role nav. Ben non, c'est pas, tu détournes une liste pour en faire une navigation, mais la liste, elle a une sémantique qui, elle aussi, peut être exploitée, donc c'est dommage de la perdre. La vraie bonne façon de faire, c'est nav, dedans, tu mets une liste qui contiendra, voilà, c'est ça le bon découpage. N'hésitez pas. Ça, c'est pas du surbalisage. Effectivement, souvent, on met trop de div, on met trop de span pour un oui, pour un non, qui servent souvent à rien. Je ne parlerai pas, je ne parle pas de CSS. Bon, bref. Là, on n'est pas sur le surbalisage. Cette architecture-là, de un nav qui contient une liste qui contient des items qui contiennent des liens, c'est en fait la façon la plus recommandée de faire une liste de liens de navigation. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Je m'arrête là. On a à peine effleuré la surface. Il y a encore tellement de choses à dire. Je ne vous ai pas parlé de mon sujet favori parce qu'une fois qu'on a... Le sectionning, c'est dur. Faire du bon sectionning, encore une fois, quand on utilise des frameworks à composants, c'est dur. Les formulaires, c'est tellement facile et c'est tellement maltraité. Il faudrait qu'on y passe du temps dedans, mais voilà. Il est déjà 13h, je peux pas continuer, mais en vrai, je pourrais parler à l'infini de HTML, faire du HTML correctement, connaître les balises, connaître les attributs, savoir à quoi ils servent. Si vous faites tout ça bien, et quand je dis bien, c'est vous faites du
HTML qui va être validé. Évidemment. Hop. Le validateur HTML, voilà, du W3C. Passez vos documents là-dedans. Donc, soit vous leur passez une adresse, si c'est quelque chose qui est publié, et il vous dira quoi. Soit vous pouvez prendre un fichier HTML que vous avez généré, etc. Vous pouvez le passer là-dedans. Soit vous pouvez carrément copier-coller du HTML dedans. Ce qui va me permettre d'avoir du HTML valide, c'est la première étape vers de l'accessibilité. Typiquement, si j'écris par exemple, si j'écris juste ça, je peux déjà le valider. Ça, à strictement parler, c'est un document HTML. J'ai une balise div, j'ai du texte dedans, tout va bien. Ça va me dire, t'es gentil, mais en vrai, t'as des erreurs, t'as des avertissements, il y a plein de trucs qui ne vont pas, corrige ce qui ne va pas. Je vais vous montrer quel est le plus petit document HTML, et je terminerai là-dessus, qui est considéré comme un document HTML accessible. Donc, tout document HTML, déjà, il commence par un doctype. Voilà, un doctype HTML. Donc, ça, c'est pour dire, je suis sur du HTML standard. Si vous ne mettez pas le doctype, ça va fallback vers une version, un autre moteur de rendu HTML. Dans les navigateurs, il y a 2 moteurs de rendu HTML. Je ne m'étends pas là-dessus. Il est assez chelou. Ne le faites pas ça. Travaillez dans un environnement standard. Au moins, vous n'avez pas de surprise. Il y a une balise qui est obligatoire. Une seule, c'est title. C'est la seule balise qui est obligatoire. Alors, un title, il contient quelque chose qui est utile. On va faire un petit hello world. Hein. Pourquoi elle est obligatoire? Parce qu'en fait, elle est utilisée par les navigateurs pour afficher le titre dans les onglets. Si vous ne le mettez pas, ça ne va pas. Et la spec HTML dit cette balise-là est obligatoire. Tout le reste est optionnel. Vous pourriez vous arrêter là et de dire j'ai fait un document HTML valide. Si on vérifie, il va vous dire oui, ton document, il est valide, mais tu devrais envisager de rajouter l'attribut langue sur la balise HTML. C'est un avertissement, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi c'est un avertissement? Parce que mettre l'attribut langue, par contre, ça, c'est une règle d'accessibilité. HTML, langue égale anglais, ici, en l'occurrence. Voilà. Là, j'ai précisé la langue de mon document. Ça, c'est une règle d'accessibilité. Donc, mon warning, en fait, me dit, du point de vue de HTML en lui-même, t'es bien, mais par contre, en vrai, il y a des choses qui ne vont pas. Donc là, il vous met en plus le validateur HTML du W3C, vous met des liens, vous irez lire les trucs comme ça. Si je fais ça, j'ai un document qui est vert, vous avez fait le document HTML valide le plus petit qu'il soit possible de faire. Ça, c'est une aide énorme. Si vous avez des documents HTML, des applications qui, une fois rendues avec JavaScript qui s'est exécuté, qui est complètement vert au niveau du validateur W3C, vous n'avez pas résolu tous les problèmes, mais vous avez déjà résolu 80% des problèmes que vous pourriez avoir. Il y a toute la partie JS, il y a toute la partie CSS à voir, mais déjà, si la partie HTML, elle est clean, mais en vrai, vous êtes déjà au top de l'activité. Vous faites mieux que 95% des sites web qui existent. Et ce n'est pas un effort délirant d'arriver à faire ça. Il y a une question dans le chat que je trouve pertinente. Pourquoi elle n'est pas fermée là? Enfin, pourquoi ce n'est pas une erreur que la balise HTML ne soit pas fermée? Parce que ce n'est pas du XML, c'est du HTML. Et en HTML, les balises fermantes sont très souvent, mais pas toujours, optionnelles. D'accord. Donc, HTML, par exemple, que totalement optionnel. Les rares exceptions à ça, c'est script. Script doit obligatoirement avoir la balise fermante, même si tu fais un SRC et que tu ne mets rien dedans. Et script, c'est une des très rares où tu ne peux pas l'écrire en auto-fermante, c'est-à-dire avec un slash à la fin comme ça. C'est vraiment la seule exception. Tout le reste, tu peux faire soit de l'auto-ferment. Par exemple, tu vois, tu peux faire une IMG comme ça ou comme ça, à la mode de XML, comme tu veux. Si tu veux mettre une syntaxe 100% XML, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais c'est du HTML, et HTML est ultra permissif sur les ouvertures-fermetures de balises. Pareil, par exemple, si je te mets une balise link suivie d'une balise paragraphe, comme ça, hop.
c'est complètement valide. Si tu vas ensuite observer, et je ne ferme pas mon paragraphe, hein, c'est parfaitement OK de ne pas fermer son paragraphe. Hein. Dans ce genre de cas-là, en fait, tu vas t'apercevoir que tu as omis plein de balises. Tu as omis la balise head, tu as omis la balise body. Le parseur HTML, il va de lui-même savoir quoi mettre où. Il y a des règles, en fait. Donc, je ne vous encourage pas à lire en détail l'aspect HTML parce qu'elle est monstrueuse, volumineuse et pas très cool à lire. Mais en fait, HTML5, c'est ça la grande force de HTML5, c'est qu'il a défini tous ces cas chelous de tu fermes pas ta balise, qu'est-ce qui se passe? Tu la mets pas au bon endroit, qu'est-ce qui se passe? Comment se comporte le navigateur? En gros, c'est toute la gestion d'erreurs de HTML. Et en fait, c'est ultra permissif HTML. Donc, il y a plein de trucs que voilà, si je fais ça, en fait, si je check ça, il va me dire alors oui, effectivement, link, il y a forcément un href, etc. On va enlever le link, on va juste mettre le P comme ça, qui ressemble à rien, qui n'est pas fermé. Et là, il me dit on est bon, pas de problème. Voilà, je ne rentre pas dans les règles. Hein. Elles sont trop compliquées pour que je vous les dise là, il y en a plein. Mais vous pouvez omettre les balises fermantes en toute sérénité. Si ça ne se comporte pas comme vous voulez, c'est juste que vous n'avez pas compris comment fonctionne HTML, mais tout va bien. Tous les navigateurs auront le même comportement face à cette balise que vous avez omise. Voilà. C'est d'ailleurs une des raisons, le fait qu'on puisse omettre, faire des documents HTML comme ça aussi compacts, qui me font dire que, en vrai, Markdown, c'est parce qu'on préfère faire 2 retours à la ligne plutôt que d'écrire P. Hein. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas troller sur Markdown plus que ça. Voilà. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions, histoire qu'on finisse tranquillement et puis que vous puissiez, ceux qui n'ont pas encore déjeuné puissent aller déjeuner, ce qui m'inclut dans le lot. Moi, j'ai une question là, sur les niveaux de titres. Ouais. Pour donner un exemple, moi, j'ai eu un use case où j'avais un H1. Ouais. J'avais besoin d'H3. Ouais. Donc, entre deux, j'ai mis des H2. J'avais vu de la doc dessus que je pouvais mettre un H2 avec un attribut hidden pour quand même respecter mon arbre sémantique HTML. Mais au final, le rendu, quand je faisais un tree checker, il ne savait pas où rattacher le H3. Ouais, ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si tu dis, si ton H2, il est hidden, ben, en fait, le navigateur va considérer qu'il n'y a pas de H2. Donc, le H3, il ne sait pas quoi en faire. En vrai, non. Tu n'as pas besoin d'un H3. Tu as besoin d'un H2 qui doit avoir l'apparence d'un H3. Là, en l'occurrence, on avait 2 H3 qui étaient logiques. C'est juste que notre H2 n'avait pas besoin d'être représenté visuellement à l'écran. Ah, mais alors, OK, qu'il ne soit pas représenté visuellement, ça, c'est autre chose. À ce moment-là, il faut le cacher. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de cacher les choses. Donc là, je ne vais pas rentrer dans du détail en CSS. Mais effectivement, tu verras très souvent des choses où tu vas avoir une classe hide comme ça. Et c'est CSS qui va en fait masquer visuellement l'élément, mais qui va quand même continuer à le rendre accessible. C'est-à-dire qu'en fait, il sera restitué au lecteur d'écran, aux choses comme ça, parce qu'il est quand même nécessaire pour comprendre la structure du document. Et cette classe hide, je vous la fais genre à l'arrache très vite. Un opacity ou quelque chose comme ça pour non, opacity, en fait, selon les navigateurs, ils ne se comportent pas de la même façon. Visibility hidden, ce n'est pas restitué au niveau accessible. Display none, ce n'est pas restitué d'un point de vue accessible. Donc, tu as le problème que tu viens de décrire. En fait, c'est assez subtil. Il faut le positionner. Donc, il faut le sortir du flux. Du flux. En absolu. Absolute. Voilà. Tu vas ensuite réduire sa taille. Alors, je vais juste faire la hauteur à 1 pixel et pas à 0, parce que Safari à 0 pixel, il dit ça n'existe plus, ce n'est plus restitué. Et ensuite, tu vas en fait faire un clip dessus pour vraiment t'assurer que si tu as des trucs autour, genre des bordures, des trucs qui dépassent, on ne voit plus du tout. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc ça, c'est vraiment la version ultra rapide. Il y en a des plus complètes, mieux foutues, mais ça, normalement, dans tous les navigateurs actuels. Voilà, merci. Ça marche, quoi. Ok, du coup, avec ça, j'ai mon arbre sémantique HTML qui est correct. Ouais. Super. Mais par contre, visuellement, ton H2, il n'est plus là. Parfait. Merci.
Donc ça, effectivement, d'un point de vue accessibilité, c'est comment cacher des choses visuellement tout en t'assurant qu'elles soient restituées quand on fera, par exemple, une lecture d'écran, une restitution vocale, par exemple. Super. Faites quand même gaffe. Hein. À chaque fois que vous utilisez ça, il faut se poser la question de se dire qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire. Est-ce qu'en vrai, on n'est pas en train d'enlever une information à un public qui en aurait besoin, c'est-à-dire le public qui voit. Est-ce qu'on n'est pas en train de leur enlever une information qui leur serait utile? C'est pas toujours le cas. Il y a des cas où c'est parfaitement légitime de faire ça. Hein. Mais il faut vraiment se poser la question. Ok, Antoine qui a des problèmes de son. Désolé Antoine. Très bien. Et ben, si vous n'avez pas de questions, on va en rester là pour ce midi. Si vous voulez continuer à discuter accessibilité, il y a le canal web de Slack. C'est un des canaux sur lesquels on peut parler de ça. Il y en a d'autres. Si vous vous intéressez à la question, venez rejoindre déjà tous les gens qui sont au courant qu'il y a un café accessibilité toutes les fins de mois, le dernier vendredi du mois à 17h. On finit le mois et la semaine à la cool en parlant accessibilité web. Viendez. Je ping sur Slack pour rappeler que c'est ça. L'adresse du Slack, hop, je vous la donne de suite ici même. Tac. Voilà. Donc voilà. Venez parler du sujet. Si c'est un sujet qui vous intéresse, voilà. En général, pendant Café Accessibilité, on discute. Voilà. On fait ce qu'on a fait là, mais en mode chacun discute de ce qu'il veut. On aborde les sujets dans un ordre random. Voilà. Attention, là, c'est un Slack interne à Zenica. Je suis pas sûr qu'on puisse y accéder depuis l'extérieur. Pardon, si vous n'êtes pas, si vous êtes externe à Zenica, effectivement, c'est un Slack interne. Est-ce qu'il y a des endroits hors Zenica où on parle d'accessibilité? La réponse est oui. Est-ce que je les connais? Non. Mais il y en a. Ça peut être un sujet à part entière. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des ressources, des sites web, des lieux de discussion, des choses comme ça. Je peux vous en fournir avec plaisir, quoi. Et bien sûr, vous pouvez me contacter à cette adresse-là. Yep. Voilà. Bon appétit à tous. On se revoit à l'occasion. Si vous avez des questions d'accessibilité, pignez-moi. Discutez-en. L'accessibilité, c'est important. Ça aide plein de gens. Et à commencer par vous-même. Donc, bonne journée. Merci beaucoup.